Alors, nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. 30e web radio aujourd'hui. 30e. C'est quand même pas mal. Et ça continue. Donc, cette semaine, on parle de la valeur de reconstruction d'une copropriété. C'est une donnée extrêmement importante, la valeur de reconstruction, parce que si, en cas de sinistre, vous êtes sous-assuré, eh bien, vous pourriez vivre des lendemains extrêmement douloureux. Alors, je m'explique, hein? Je m'explique immédiatement. À partir du 15 avril 2021, tout syndicat de copropriétaires devra, pour établir la valeur de reconstruction de son immeuble, requérir les services d'un évaluateur agréé. Parce qu'un évaluateur agréé, il est couvert par une assurance. Alors, s'il commet une erreur, eh bien, vous ne vous retrouverez pas à la paille. Cette obligation découle de l'adoption du projet de loi 141 en juin 2018, ainsi que d'un règlement adopté par le gouvernement du 15 avril 2020. On parle d'une réévaluation au minimum tous les 5 ans. Mais on sait que 5 ans, c'est un peu long, hein? Mieux vaut le faire tous les 2 ans parce que ça va vite. La valeur de reconstruction d'une copropriété est une donnée extrêmement importante, comme je viens de le dire, car si cette valeur est inférieure à ce qu'elle vaut réellement, les choses pourraient aller très mal en cas de sinistre. Or, il existe plusieurs copropriétés sous-assurées à l'heure actuelle, sans même que les administrateurs ne le sachent. Et ça, c'est grave, mesdames et messieurs. Cette situation pourrait hypothéquer le patrimoine immobilier d'un syndicat de copropriétaires. On ne veut pas être alarmiste, mais si demain matin, puis on ne vous le souhaite pas, votre immeuble brûle et que c'est une perte totale et que votre couverture d'assurance est 3 millions, mais que ça coûte 3,5 millions pour le faire reconstruire, il vous manque 500 000 $. C'est beaucoup d'argent, ça. Ça veut dire, Mme Papineau saura nous le confirmer, que le 500 000 $ devrait être payé par les copropriétaires en fonction de la valeur relative de leur fraction. Et là, ça pourrait entraîner, Mme Papineau nous le dira aussi, ça pourrait interpeller la responsabilité civile personnelle des administrateurs parce que l'assurance responsabilité civile des administrateurs ne couvre pas cette erreur ou omission. Alors ça, c'est important de le savoir. Il y a aussi toute la question des nouvelles normes en matière de construction résidentielle. Excusez-moi. Il se pourrait qu'entre l'année où votre immeuble a été bâti et l'année où il fait l'objet d'un sinistre, encore là, on ne vous le souhaite pas, votre municipalité est imposée de nouvelles normes, par exemple l'installation de gicleurs pour tout immeuble comprenant un certain nombre d'étages. Il faudra donc s'assurer qu'en plus de la valeur en plus de la valeur de reconstruction, eh bien, que vous ayez prévu ces nouvelles normes dans la couverture, possiblement. Mais Vincent Gaudreau saura nous le dire. Donc, mes invités pour en parler ce soir sont Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Bonsoir, Maître Papineau. Bonsoir, M. Cellier. Ainsi que Vincent Gaudreau, courtier en assurance de dommages chez Gaudreau Assurance. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Alors, vous allez bien? Très bien, vous-même? Bon, oui, super. Bien content de vous retrouver. Vous commencez à des habitués. Non seulement vous commencez, mais vous l'êtes. Vous êtes des habitués de notre web radio. Petit détail peut-être important à aborder avant de commencer. Juste vous dire que, il faut le dire chaque fois quand même parce que c'est important. Alors, vous pouvez aller sur condolégal.com, évidemment, pour consulter des choses comme par exemple, si vous allez dans l'onglet Assurance, fiches pratiques, vous allez trouver là toutes les fiches pratiques pertinentes qui traitent de l'assurance en copropriété, notamment celle du syndicat, des administrateurs, assurance des officiers d'assemblée et les autres. Et si vous allez dans l'assurance du syndicat, eh bien, dans la sous-fiche assurance du bâtiment, il est question notamment de la valeur à neuf de reconstruction. Alors, vraiment intéressant. Et je vous invite également à aller voir la vidéo que nous avons produite pour les 50 ans de la copropriété. Vous cliquez sur cette bannière et ça vous amène directement à cette vidéo. Donc, voilà, c'est dit. Je voulais le dire quand même avant que ça commence. Maître Papineau, en cas de sinistre et que la couverture d'assurance d'une copropriété est insuffisante pour faire réparer les dommages, là, que se passe-t-il? Il se passe beaucoup de choses, M. Cellier. Premièrement, s'il manque de l'argent pour rebâtir ou réparer, il y a des gens qui vont se faire poser des questions, il y a des gens qui vont être obligés de fouiller dans leurs poches, il y a l'assureur qui peut prétendre qu'il y a insuffisance d'assurance et qu'à ce moment-là, il ne paye que suivant le pourcentage d'assurance que le syndicat avait couvert. Alors, beaucoup d'heures de plaisir. Alors, et là, quand on parle de responsabilité civile interpellée à titre personnel,
des administrateurs, c'est pas une blague, là. Non, mais les administrateurs ont l'obligation d'assurer correctement et à une valeur. Écoutez, on ne parle pas de 50 de différence là, ou de 5 000, mais vous savez, M. Gaudreau va nous le confirmer, un peu plus que la valeur, ça ne coûte pas beaucoup plus comme prime. Non, C'est effectivement. sûr que si on pense que ça vaut 1 million, on l'assure pour 1 100 000, je ne sais pas, M. Gaudreau peut nous donner un ordre de grandeur, mais on ne parle pas de montant faramineux. Là. Ouais. Alors, on est toujours mieux d'en avoir trop que pas assez. Trop que pas assez, effectivement. Vincent Gaudreau, les assureurs, là, vous allez nous expliquer quelque chose d'important. C'est la règle proportionnelle. Parce que c'est du charabia pour bien des gens. Ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre. Il faut juste l'expliquer, tout simplement. Advenant une sous-assurance pour une perte totale ou une perte partielle, qu'est-ce que ça signifie, la règle proportionnelle? Bon, je vais commencer d'une part en parlant des montants d'assurance. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est un principe qui s'applique autant dans les syndicats de copropriété que pour n'importe quel type d'assurance. La première chose, c'est que votre assurance est aussi bonne que votre montant d'assurance. Je peux vous vendre la meilleure assurance au monde, qui exclut rien, qui couvre tout, avec un assureur qui court en arrière de vous pour vous faire un chèque. Si votre montant d'assurance n'est pas bon, vous allez avoir des problèmes en réclamation. Puis une immense portion des problèmes qu'on voit lors des réclamations, c'est dû souvent à des montants d'assurance insuffisants. Les gens souvent sous-estiment, puis je le vois en entreprise, je le vois dans beaucoup de domaines, les gens souvent sous-estiment le montant des biens qu'ils ont. Maintenant, concernant la règle proportionnelle, mais en fait, essentiellement, le but de la règle proportionnelle au niveau pour les compagnies d'assurance, c'est s'assurer que les gens assurent 100 de la valeur de leurs biens. Pour comme ça, l'assureur, il y a la prime qui va en fonction du risque auquel il est exposé. Vous avez donc une règle proportionnelle pour des polices de syndicats de copropriété. Il y a ça aussi sur des maisons familiales, des polices d'assurance entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui est typique aux polices de syndicats de copropriété. Donc, ce que vous devez faire, c'est assurer, en fait, essentiellement, là, la règle du pouce, c'est assurer la bonne valeur du bâtiment que vous avez. En cas de perte totale, c'est simple. Si il vous manque de l'argent dans votre montant d'assurance, l'assureur va vous payer la limite de la police, mais si vous en manque lors d'une perte totale, il va y avoir un manque à gagner, vous allez devoir compenser à quelque part. Ouais. En cas de perte partielle, ouais. L'assureur va vous payer l'équivalent de votre sous-assurance. C'est-à-dire, on va essayer de le faire avec des chiffres relativement simples. Vous êtes assuré pour 1 million. Vous auriez dû être assuré pour 2 millions. Vous avez une réclamation de 100 000. L'assureur va vous donner 50 000. Okay. Je simplifie les choses, mais c'est que lors d'une perte partielle, l'assureur va regarder votre niveau de sous-assurance et va vous rembourser au même niveau où vous êtes sous-assuré. Vous êtes sous-assuré, il vous manque la moitié, l'assureur va vous payer la moitié de votre indemnité en cas de perte partielle. Donc, ça peut avoir des effets assez importants. De là, l'intérêt pour les gens, pour les administrateurs, de faire des évaluations. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard, de sécuriser pour le montant d'assurance. Dans une police de syndicat de copropriété, c'est le nerf de la guerre. Oui. Vincent, vous disiez à l'instant que plusieurs copropriétés sinistrées se retrouvent sous-assurées. Alors ça doit être un drame quand même quand on parle de sous-assurance. On est dans quel ordre de grandeur en termes de montant? Je dirais qu'on le voit moins, honnêtement. On le voit moins. Okay. Il y a 5-6 ans, c'était quelque chose de fréquent. Très, très fréquent, que les gens faisaient faire des évaluations professionnelles par des évaluateurs. Puis quand on recevait l'évaluation versus le montant d'assurance qu'on avait sur le contrat, on avait des écarts assez substantiels. Je vous dirais, le mot s'est passé beaucoup au niveau des syndicats de copropriété. Oui. Il y en a quand même une portion importante maintenant qui font faire des évaluations. Même les courtiers d'assurance, les agents sont un peu plus allumés là-dessus. Quand on voit des choses que, on a des règles de pouce, des montants du pied carré qu'on regarde. Quand on voit qu'il y a des choses qui ne font pas de sens, si demain matin, j'ai un client qui m'appelle avec un 10 unités puis il veut s'assurer pour 600 000, pas besoin d'être un grand mathématicien, faire une règle de 3, qu'à 60 000 l'unité, on ne bâtit plus grand-chose aujourd'hui. Ouais. Donc, on le voit, les gens sont plus allumés là-dessus, mais encore, on voit des écarts entre les évaluations et les montants d'assurance. Ça, c'est des choses qu'on voit par réclamation aussi.
personnellement, je n'en ai pas vu de tant que ça. Je l'ai plus vu en assurance commerciale. Des gens qui avaient assuré des garages de mécanique, qui avaient assuré ça pour 500 000, ça passe au faux complet, puis les gens se sont trouvés qu'ils auraient dû s'assurer pour 800. On le voit quand même de façon assez fréquente. Ouais. Ou même Ouais. les gens, des fois, sur leur police personnelle. Les gens se disent, mais dans ma copropriété, moi, le syndicat couvre tout. Moi, mes meubles, là, 10 000, puis j'ai tout. Ouais, mais attends, là. Quand tu sors là, les ustensiles d'un tiroir, les vêtements dans un garde-robe, ça va vite. Ça va très, très vite. Puis même là-dessus, des fois, les gens ont tendance à sous-estimer la valeur des biens qu'ils ont. Oui, tout à fait. Et Vincent, en tant que courtier, est-ce que vous avisez la clientèle? Est-ce que vous leur demandez, est-ce que vous demandez aux syndicats de Oui. propriétaires, avez-vous une valeur de reconstruction, s'il vous plaît, qu'on puisse assurer votre immeuble correctement? En fait, nous, en tout cas moi, là, puis la plupart des courtiers, on demande même l'évaluation. Oui. On la met au dossier. Puis on la demande, s'ils en ont une. D'une part, est-ce qu'ils en ont une? Oui. Deuxièmement, quand ils l'ont, on la demande, l'évaluation. OK. Mais s'ils ne l'ont pas, comment on fait pour… En fait, à ce moment-là, s'ils n'en ont pas fait, parce que ça arrive des fois, les gens n'ont pas, tout ça, évidemment qu'on leur recommande par écrit de le faire le plus vite possible. Ouais. Puis avant que l'évaluation soit faite, là, on va rediscuter avec eux quel montant ils veulent mettre. Puis évidemment, dans ces circonstances-là, c'est bien d'en mettre plus que moins. Parce que, encore une fois, puis c'est laisser une marge de manœuvre. En n'étant pas évaluateur, ni moi, je ne suis pas un évaluateur, le client n'est pas un évaluateur. On est mieux d'en mettre pas mal plus que moins dans ces circonstances-là, puis d'attendre une évaluation plus vite. Parce que de toute façon, légalement parlant, c'est obligé de faire. Effectivement. Et justement, Vincent, après j'arrive à Maître Papineau. Mieux vaut en mettre plus, étant donné également la question des mises aux normes. On sait que, en tout cas, je le dis, je ne suis pas évaluateur agréé non plus, mais il y a certaines mises aux normes qui font partie de l'évaluation, mais enfin bref, mieux vaut mettre 200 000 $ de plus de couverture pour éviter d'être pris de court et d'être juste au moment d'une réclamation, n'est-ce pas? Vincent? Oui, c'est sûr et certain. En fait, puis, des fois, les gens, quand on reçoit des évaluations, entre autres, il y a certaines subtilités là-dedans. Une des subtilités, c'est que dans certains cas, les évaluateurs incluent les frais de déblai dans leur évaluation. Ils mettent ça à l'intérieur. Comme courtier d'assurance, on a deux choix. Je peux prendre le montant qui est là et qui inclut des frais de déblai, puis je le mets comme montant d'assurance. Je sais que beaucoup d'assureurs, dans leur mot à mot, Intact, l'Unique, par exemple, qui sont des gros assureurs de syndicats de copropriété, peuvent augmenter ce montant-là d'un 10 si besoin pour les frais de déblai. Par contre, souvent, on va prendre les montants qui étaient prévus par l'évaluateur, puis on va le laisser quand même dans le montant d'assurance, justement pour se laisser une marge de manœuvre. Parce qu'évidemment, c'est tellement critique. Puis aussi, ne veut pas cette évaluation-là, normalement, les syndicats, on la refaire aux 5 ans. Mais on a vu d'ailleurs, entre cette année et l'an dernier, une grosse augmentation des coûts de construction. Donc, une évaluation qui a été faite il y a 3 ans, qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui, 3 ans plus tard? Techniquement, le syndicat de copropriété n'a pas nécessairement une obligation de la faire refaire, mais peut-être que même si on a augmenté de 2 par année, il va nous en manquer 3 ans plus tard. Donc, on est toujours mieux de se laisser des bonnes marges de manœuvre au niveau des montants d'assurance. Ouais. Ça, c'est clair. Mais Papineau, pour nous éclairer en matière de droit, s'il vous plaît, afin que je ne dise pas de bêtises, là. Le 15 avril 2021, les syndicats, à partir de cette date, les syndicats de copropriétaires devront faire appel au service d'un évaluateur agréé au moment de procéder à la réévaluation ou à l'évaluation de leur immeuble, n'est-ce pas? C'est bien ça? Effectivement, là, moi, j'ai de la misère à tenir les dates, mais c'est effectivement. Mais le problème, il est… Moi, je dis toujours, M. Sellier, peu importe la date de mise en vigueur, on devrait commencer hier parce que si le gouvernement y a pensé, c'est parce que ce n'était pas une mauvaise idée, puis il y en a qui lui ont dit. Ouais. Et en plus de ça, je peux vous dire qu'appeler un évaluateur aujourd'hui, puis demandez-lui d'aller faire l'évaluation chez vous, il va vous donner une date qui va être à l'automne 2021. Ouais. La même chose pour l'étude de fonds de prévoyance. J'en ai un qui a donné des dates en novembre 2021, puis j'en ai un autre qui est rendu en avril 2022. Alors, faites-le. Et comme dit M. Gaudreau, c'est la même chose pour l'assurance. Être un peu trop assuré, c'est sûrement beaucoup mieux que d'être moins assuré qu'on a besoin. Ouais.
il y a aussi la question, évidemment, cette mesure émane de l'adoption du projet de loi 141 là, en 2018. Maître Papineau, on dit que, par règlement du gouvernement, on dit que l'évaluation devrait être faite au moins tous les 5 ans, mais on devrait la faire aux 2 ans, parce que 5 ans, c'est long, hein? Ben, ça dépend, M. Sellier. Comme a dit Vincent il y a quelques minutes, entre cette année et l'année dernière, il y a eu vraiment une augmentation assez élevée. Mais on a eu des années où il ne s'est rien passé. Alors, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Je pense que 5 ans, c'est effectivement le minimum. Ouais. Et est-ce qu'on doit s'en tenir aux 5 ans pour utiliser les termes du Code? Un administrateur prudent et diligent, il a le droit de se servir de sa tête, puis s'il voit que son appartement a pris 15 de valeur, il faudrait que la bâtisse aussi ait pris 15 il faudrait que le montant d'assurance aussi prenne 15 d'assurance. Oui, effectivement. Vincent, après je reviens à Maître Papineau. Vincent, les assureurs prévoient une augmentation annuelle de la couverture. Oui. Pourquoi ils font ça? Pour éviter que les gens se retrouvent en sous-assurance. Voilà. En fait, pour exactement pour prévenir, parce que, trompez-vous pas, le bureau aussi, ça leur cause des problèmes. Les gens ne sont pas satisfaits du règlement. Ça cause, même pour eux, là, d'avoir un client dans une situation de sous-assurance, ce n'est pas intéressant pour personne. Donc, les assureurs vont augmenter généralement entre 3 et 5 les montants d'assurance. Puis ils font ça dans les syndicats comme aussi dans toutes les polices commerciales en général pour justement suivre l'inflation. C'est au minimum qui est parce qu'évidemment, quelqu'un qui dit on met un montant d'assurance, disons, d'1 million, mais on ne touche pas au montant d'assurance et il y a une augmentation de coût de construction de 2 par année, qui est à peu près standard, l'inflation standard de 2 par année. Mais dans 5 ans, là, si le feu prend au bout de 5 ans, vous n'avez pas changé votre montant d'assurance, puis il y a eu 2 depuis ce temps-là, il va vous manquer 10 là. Ouais. Si le feu prend la journée avant que vous fassiez faire une nouvelle évaluation, il va vous manquer 10 au total de votre montant d'assurance. Donc, les assureurs, pour éviter ces circonstances-là, vont augmenter la plupart des montants d'assurance de 2 à 5 C'est aussi une façon d'aller chercher de la prime supplémentaire, là, on va se le dire. Mais, mais l'objectif est là, c'est que surtout quand on parle de 5 ans, mettons cette année, c'est un petit peu plus, c'est 3-4 l'augmentation des coûts de construction. L'année prochaine, un autre 2 l'autre année, un autre 3 commence à faire des bons montants. Là. Donc, c'est pour ça que c'est fait de façon automatique. Normalement, les gens, là, sans le demander, automatiquement sur le renouvellement, il y a une augmentation de 2 à 5 Donc, si la valeur de reconstruction est bonne, l'année d'après, l'augmentation devrait suivre en proportion les coûts, les augmentations. Okay. Puis les assureurs, ils vont assez généreusement d'habitude, un peu plus haut que l'inflation standard, parce qu'en plus, généralement, la construction va aussi un peu plus vite que l'inflation standard. Fait que, tu sais, normalement, si vous avez une bonne évaluation, vous ne touchez pas à votre montant, puis il n'y a rien qui change dans votre immeuble. Au bout de 5 ans, vous ne devriez pas être loin là, d'une nouvelle évaluation. Là, à moins de circonstances exceptionnelles, entre autres, là, de ce qu'on vit présentement au niveau de la construction, tout ça. Là, je ne sais pas si on peut considérer ça comme des circonstances exceptionnelles là, au niveau de l'augmentation du coût de construction. Mais en général, les gens, c'est pour ça que quand vous disiez tantôt 2 ans, je trouve ça vite quand même là, pour une réévaluation du coût de construction. Mais il faut dire aussi que la réévaluation du coût de construction coûte souvent beaucoup moins cher que la première évaluation. Parce que si vous faites affaire avec le même évaluateur, lui, ce qu'il va vous faire, c'est une mise à jour d'évaluation et non pas une réévaluation complète, ce qui généralement est beaucoup, beaucoup moins coûteux pour le client. Oui, c'est même, je pense, la moitié du prix. Facilement. Le tiers même. Si on fait une mise à jour et qu'il n'y a pas de nouveauté à déclarer ou quoi que ce soit, là, parce que les évaluateurs, eux, comment ils fonctionnent, c'est qu'ils ont des logiciels. Ils rentrent des mesures, différents paramètres dans les logiciels. Les logiciels sortent des coûts de construction. Et son coût principal, c'est de rentrer toutes les mesures dans son logiciel, l'utilisation de son logiciel, tout ça. Mais une fois que vous êtes dedans, là, pour lui, de faire une mise à jour de votre montant, là, c'est assez rapide sur le clavier. Il fait une petite étude, tout ça. Donc, évidemment, il va charger beaucoup moins cher pour une mise à jour. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle. Je suis en compagnie de Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété chez LJT Avocats, et Vincent Gaudreau, courtier en assurance de dommages chez Gaudreau Assurance. La thématique du jour porte sur la valeur de reconstruction
J'invite les auditeurs qui le désirent à poser vos questions à nos invités, qui se feront un plaisir d'y répondre. Évidemment, les questions doivent être en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Maître Papineau, avant, on parlait de valeur à neuf. Maintenant, dorénavant, on va parler de valeur de reconstruction. Quelle est la différence entre les deux termes? Écoutez, valeur de reconstruction, c'est un peu de dire j'ai un terrain et je dois reconstruire ce qu'il y avait là avant. Alors, s'il y a des débris existants, il faut enlever les débris, il faut payer, faut faire les mises aux normes. Alors, valeur de reconstruction, c'est beaucoup plus complet et ce sont des coûts beaucoup plus élevés, beaucoup plus élevés. Effectivement, mais comme on dit depuis tantôt, au point de vue prime, c'est pas ça qui va doubler la prime, c'est pas ça qui va changer le fait d'être plus riche ou moins riche. Ce que ça fait, c'est que la protection est beaucoup plus complète en valeur de reconstruction que de valeur à neuf. Valeur à neuf, on vous redonne ce que vous aviez neuf, mais on ne démolit pas nécessairement ce qui était là avant, à moins que ça ait été prévu. Alors, il peut vous manquer des fonds si vous voulez reconstruire ce qui est valeur à neuf. Oui. D'ailleurs, un syndicat de propriétaires que je connais, mais que je ne nommerai pas, avait une valeur de reconstruction de presque 3,2 millions. Il a ajouté 500 000 de couverture additionnelle pour les imprévus, les possibles mises aux normes, les choses, les surprises qu'on peut découvrir après un sinistre. Et ça n'a coûté que 900 ou 1 000 de plus en prime, ce qui n'est pas énorme là, quand même pour une couverture d'un demi-million supplémentaire. Ce n'est pas beaucoup. Maître Papineau. Moi, je peux vous dire, M. Sellier, je ne suis pas. Vous me connaissez, puis les auditeurs aussi. Moi, je ne suis pas le plus grand fervent des compagnies d'assurance, mais ce que je vis, c'est quand les gens viennent me voir et qu'ils sont en insuffisance d'assurance, ils regrettent beaucoup. Et si vous me permettez 30 secondes, les gens ne réalisent pas, même Vincent parlait tantôt, faites le tour de votre appartement à vous ou l'appartement moyen. Les gens oublient, les gens disent « Ah, j'ai 50 000 pour les meubles, puis mon linge, ou ça. » Vous allez voir que valeur à neuf, si vous avez 5 paires de souliers, 2 paires de bottes, votre conjointe aussi, 3 manteaux d'hiver, 2 manteaux de printemps, des meubles dans le salon, une grande télé, ça va vite, là. Et la majorité des gens, quand on fait tout ce calcul-là, moi, je ne serais pas surpris de savoir que la majorité des gens n'ont pas une couverture assez élevée pour leurs biens personnels. Oui, effectivement. Quelques questions nous proviennent des auditeurs. Que signifie un contrat qui indique une règle proportionnelle? On en a parlé tout à l'heure, Vincent, peut-être le rappeler brièvement. En fait, normalement, c'est un pourcentage que vous voyez sur votre contrat d'assurance. Puis ça intrigue beaucoup les gens. Puis ça, ils voient un pourcentage, ils pensent qu'ils sont assurés à 80 ils pensent qu'ils sont assurés à 90 ils pensent qu'ils sont assurés à 100 c'est un pourcentage que vous voyez. Des fois, même si ce n'est pas très clair dans vos conditions particulières sur les premières pages, vous allez voir RP, vous allez voir CO, puis après ça, vous allez avoir un petit pourcentage en dessous qui est généralement 80, 90 ou 100 En fait, le pourcentage que ça indique, c'est le pourcentage minimum que vous devez être assuré pour ne pas être pénalisé. Donc, théoriquement, un pourcentage de 80 est meilleur qu'un pourcentage de 100 Parce que ce que veut dire un pourcentage de 80 c'est que vous devez être assuré pour 80 de la valeur réelle de votre immeuble pour ne pas avoir de problème. En cas de perte partielle? En cas de perte partielle ou totale? En fait, pour pas que la règle proportionnelle s'applique. C'est-à-dire que vous soyez pénalisé qu'une règle proportionnelle, vous devez être assuré pour 80 de la valeur réelle de votre immeuble. Donc, si votre immeuble, dans la réalité, vaut 1 million, vous êtes assuré pour 800 000, théoriquement, vous n'avez pas de problème en cas de on n'appliquera pas la règle proportionnelle. Par contre, si vous avez une règle proportionnelle à 100 si vous avez un immeuble de 1 million, il faut que vous soyez assuré pour 1 million. Si vous êtes assuré pour 900 000, 950 000, l'assureur va appliquer la règle proportionnelle. Donc, c'est pour ça que des fois, les gens pensent « Ah, j'ai marqué 80 je suis assuré à 80 ». Non, vous n'êtes pas assuré. Les assureurs n'assurent pas les gens à 80 C'est le pourcentage minimum que vous devez être assuré de la valeur réelle de votre bâtiment. C'est un petit peu compliqué, la règle proportionnelle. Faites-vous conseiller, je pense, à la meilleure des choses par rapport à ça. Vincent, on va revenir à vous parce que j'aurais une question sur la règle proportionnelle au regard des assureurs. Maître Papineau, vous parliez des syndicats de propriétaires qui sont désolés et qui sont dépités d'apprendre qu'après un sinistre, ils sont sous-assurés.
poser la question sans y répondre, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Comment se fait-il que des syndicats de copropriétaires, encore aujourd'hui, soient sous-assurés? Comment ça se fait que ça existe encore? C'est parce que les administrateurs ne font pas leur travail, M. Cellier, c'est pas plus compliqué que ça. Vous savez, il y a des administrateurs qui s'imaginent que leur rôle, c'est uniquement d'économiser de l'argent et réduire les frais. On doit avoir les charges communes les plus basses en ville. Mais je vais vous dire, moi, j'ai eu un dossier où il y en avait 2 administrateurs comme ça et ils ont passé à la caisse parce qu'ils réduisaient tout. Alors, quand il y a eu des sinistres, ça a coûté plusieurs centaines de milliers de dollars et les copropriétaires, qu'est-ce qu'ils ont fait, vous pensez? Ils ont poursuivi les administrateurs en responsabilité en disant, vous nous avez mal assurés, vous allez nous indemniser. Alors, malheureusement, comme je dis et je répète toujours, les assureurs, ce ne sont pas mes amis, mais on n'a pas le choix que d'être bien assuré et on est mieux d'être trop assuré que pas assez. Il y a aussi cette pensée populaire qui dit qu'effectivement, les assureurs sont là pour ne pas payer. Dès qu'ils peuvent, ils trouvent une faille, ils ne payent pas. Il y a des administrateurs qui disent « Ouais, tu veux me vendre une prime plus chère parce que tu veux faire plus d'argent », alors que non. L'assureur, lui, évidemment, son rôle, c'est d'assurer correctement aussi, puis c'est ce qu'il souhaite, n'est-ce pas, Vincent Gaudreault? En fait, probablement, les assureurs, il faut comprendre qu'eux, ils veulent que le règlement se passe bien, parce que ça coûte moins cher, ça préserve leur réputation, ils n'ont pas de problème. Puis évidemment, les assureurs, ils ne veulent pas aller en cours. Savez-vous pourquoi ils ne veulent pas aller en cours? Parce que c'est qui les juges? C'est des avocats comme Maître Papineau qui deviennent juges. Alors, quand ces gens-là voient une compagnie d'assurance devant eux, se disent « Ah, toi, tu vas payer pour les autres. » Donc, puis avec raison, les assureurs, souvent, quand ils se retrouvent devant une cour de justice, ils ne partent pas nécessairement avec une longueur d'avance sur les gens. Je dirais même que c'est probablement l'inverse. Puis ça, les assureurs le savent. Puis c'est correct comme ça aussi. Ça protège les assurés, les consommateurs. Ils ne veulent pas aller en cours. Ils ne veulent pas de problème le moins possible. Donc, normalement, quand il y a une réclamation, quand vous avez un incendie, puis ce n'est pas quelque chose là, qui est une cause, c'est pas une cause là, qui est contestable, l'assureur, là, il n'y en a pas beaucoup d'échappatoires là, à part le montant d'assurance. Il faut qu'ils rebâtissent. Là. Le feu a pris, il ne reste plus rien. Je reprends mon contrat. Contractuellement, ils n'ont pas le choix. Ils doivent absolument rebâtir. Puis juste revenir aussi au niveau du montant d'assurance. Parfois aussi, il y a des conseils d'administration qui vont se fier aussi, surtout dans le cas de nouvelles constructions, aux contracteurs. Et ça, c'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée pour différentes raisons. Première raison, c'est qu'un contracteur qui va construire 10 immeubles tous identiques, ça ne coûtera pas le même prix qu'un syndicat qui doit se rebâtir en urgence parce que le feu a pris 2 ans plus tard. Déjà, en partant, là, on a déjà un problème là-dessus. Et deuxièmement, il y a un autre problème qui est assez fondamental. Quand un contracteur va assurer un chantier de construction, il assure un chantier de construction toujours sans les taxes. Ah ouais. J'en fais beaucoup des chantiers. Ah ouais. Un syndicat de copropriété doit assurer un bâtiment avec les taxes. Ouais. On a vu ça, hein? Il y a eu des histoires tristes là-dessus. Il y a eu des cas qui se sont retrouvés en cours, tout ça. Ouais. Donc, il faut faire très attention. Donc, si un syndicat de bonne foi demande au contracteur, hey, combien je dois assurer mon immeuble? Le contracteur dit, tel montant, erreur. Vous devez faire aussi une évaluation, même si la peinture est fraîche sur les murs, ça vient d'être construit. Un conseil d'administration doit toujours demander une évaluation parce que ce que je dis souvent au conseil d'administration, c'est que quand vous ne faites pas d'évaluation, la patate chaude de combien ça vaut là, est dans vos mains. Ouais. Là, elle est dans vos mains, ce n'est pas confortable, vous ne la voulez pas. Ouais. Prenez la patate, donnez-la à un évaluateur agréé. Lui, c'est sa job. Il y a une assurance, c'est sa profession. Il va s'organiser, il va prendre la patate pour vous. Elle ne sera plus dans votre cours, puis ça va être réglé. Puis on va dire à l'évaluateur agréé, lâche pas la patate. Bon, Maître Papineau, vous êtes un des membres, d'ailleurs Vincent Gaudreault aussi, vous êtes tous les deux membres du CA du RGCQ Région de Montréal. Et il y a eu des discussions au regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, qui est le RGCQ, à propos de recourir au service d'un évaluateur agréé, à savoir, à partir du 15 avril 2021, évidemment, vous n'êtes pas des évaluateurs agréés, puis
On aurait aimé avoir un évaluateur agréé pour nous en parler à l'émission, mais je pense que nos deux invités se débrouillent très bien. Ils sont trop occupés. Même Papineau l'a dit, ils sont loadés jusqu'en 2022. C'est Ils ça. font des évaluations. C'est correct aussi. On va genre... Oui. Mais Papineau, est-ce qu'il y aura assez d'évaluateurs agréés quand ce sera seulement eux qui pourront faire ces évaluations de copropriété? Je l'ai dit tantôt, il n'y aura pas assez d'évaluateurs agréés, comme il n'y aura pas assez d'architectes, il n'y aura pas assez de technologues, puis il n'y aura pas assez d'ingénieurs pour faire les études de fonds de prévoyance. Et en plus, souvent, quand je parle avec ces professionnels-là, ils ont de la misère à recruter parce qu'il n'y a pas de relève. Alors, effectivement, ça ne sera pas facile. Alors, appelez demain. Là, finissez l'émission avec nous, là. Mais après l'émission ou demain matin, appelez, prenez votre tour parce que vous allez voir que votre tour, il va être loin. Là. Ça va être loin pas mal. Puis, je pense qu'il y a une question sur la page Facebook sur comment trouver un évaluateur. Oui. Le site des évaluateurs agréés, il y a un outil pour trouver tous les évaluateurs agréés. Oui. Donc, ils sont listés selon les régions. Tout ça, c'est très facile. Oui. Les gens peuvent en appeler 2, 3, évidemment, selon la disponibilité, au niveau des tarifs, tout ça. Juste aller sur le site web des évaluateurs agréés, peut-être même qu'on pourrait mettre le lien là, sur l'ordre, Facebook, sur l'ordre des évaluateurs agréés? Oui, exactement, l'ordre des évaluateurs agréés. Puis aussi, d'ailleurs, il y a des évaluateurs qui sont membres du RGCQ. Vous pouvez aller sur le site du RGCQ aussi, tous les membres corporatifs qui sont évaluateurs agréés, qui se spécialisent dans la copropriété. Je pense que c'est un bon début pour les gens qui... Alors, en fait, les gens, pour aller sur le site du RGCQ, n'ont qu'à taper rgcq.org et pourront trouver l'évaluateur agréé de leur choix, qui leur convient selon la région et tout. Puis donc, comme disait Vincent, parmi les membres corporatifs, plusieurs sont des évaluateurs agréés. Donc, je vous invite à y aller, là, rgcq.org. Dans l'onglet en haut, Vincent, donc, il y a un onglet qui vous permettra de consulter cette liste des membres corporatifs. On dit que recourir au service d'un évaluateur agréé offre une garantie supplémentaire. Advenant que la personne mandatée ait commis une erreur, l'Ordre des évaluateurs agréés indemniserait un syndicat lésé en vertu du Fonds de l'assurance responsabilité de l'Ordre. Donc, tout évaluateur agréé qui travaille dans le domaine privé a l'obligation d'y souscrire. Mais Papineau, advenant qu'un syndicat ne requiert pas les services d'un évaluateur agréé, le 15 avril 2021, ou à partir du 15 avril et à partir du moment où il doit refaire une évaluation, mais que l'évaluation en fait correspond quand même à la valeur de reconstruction d'un immeuble, parce qu'il y a des évaluateurs qui ne sont pas agréés, mais qui sont bons aussi, là. Il se passe quoi? Il ne se passe rien? Bien, il ne se passe rien s'il n'y a pas de dommages. Oui. Mais écoutez, si le beau-frère vous donne le bon chiffre, puis vous êtes bien assuré, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, si vous faites affaire avec un évaluateur agréé, vous avez une protection. La même chose que si vous faites affaire avec un ingénieur, un architecte ou un membre d'une corporation professionnelle. Oui. Alors, oui, c'est peut-être moins cher un évaluateur qui n'est pas un évaluateur agréé, puis oui, vous aurez peut-être le bon chiffre, mais vous n'aurez pas la protection qui vient avec. Oui, effectivement. J'aimerais faire une petite parenthèse, M. Papineau, sur l'article 1074.2 du Code civil du Québec, parce qu'on parle d'assurance. On le connaît, lui. Oui, on commence à le connaître. Pour les gens qui s'intéressent, là, on sort du sujet, mais je pense que c'est important de le dire. M. Papineau, vous saurez me dire, ou si vous êtes à l'aise d'y répondre ou non à la question. Lorsque le copropriétaire, lorsqu'un sinistre émane d'une copropriété, d'un appartement, et que le syndicat réclame la franchise qu'il doit payer à l'assureur du copropriétaire, lorsque l'assureur du copropriétaire dit non, ce que je comprends de certains juristes, c'est qu'il s'agit d'intenter une procédure légale pour convaincre l'assureur de payer. Est-ce que je me trompe? Bien, écoutez, la loi dit que la franchise peut être récupérée du copropriétaire qui a commis une faute. Oui. Évidemment, les assureurs que j'aime beaucoup, leurs clients n'ont jamais commis de faute. Ils vont attendre que le juge se trompe et rendre un jugement condamnant le copropriétaire et là, l'assureur va payer. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, effectivement, le syndicat doit trouver les moyens de protéger sa preuve, faire la preuve devant le juge, obtenir un jugement et à ce moment-là, l'assureur va couvrir son assuré. OK. Alors là, il y a une autre donnée importante
en matière de valeur de reconstruction, c'est l'unité de référence. L'unité de référence, Vincent, permet à l'évaluateur agréé, et Maître Papineau permet à l'évaluateur agréé de bien évaluer l'assurance du syndicat. Parce que l'unité de référence permet donc une évaluation en ne tenant pas compte des améliorations apportées à la partie privative. Hein? On se comprend, l'unité de référence. J'aimerais qu'on reparle, parce que là, on parle de valeur de reconstruction, mais il y a beaucoup de choses interreliées, dont l'unité de référence. Vincent, pourquoi, dans votre pratique, vous demandez au syndicat l'unité de référence? Pourquoi vous la demandez? En fait, il faut qu'il l'ait fait, d'une part. C'est juste une obligation. L'autre chose, évidemment, c'est que il peut avoir je pense que c'est important de souligner qu'il peut avoir une incidence au niveau de l'évaluation qui est donnée par un évaluateur agréé. Parce que ce que je vois, c'est que dans certains cas, il y a des gens qui sont très créatifs dans l'unité de référence. J'ai vu des cas où on a des bâtiments au complet qui sont des améliorations locatives. Oui. On a des unités qui ont été vendues sur le béton mur à mur. On voit beaucoup de choses dans les unités de référence. Puis évidemment, ça a une incidence sur le montant d'assurance qui doit être au niveau du syndicat de copropriété. Puis des fois, je vois les gens qui jouent un peu aux apprentis sorciers là-dedans. Là, on en met beaucoup. Qu'est-ce qu'une amélioration est mis de plus en plus loin? Puis encore une fois, c'est qu'on rapporte le problème. Si on fait des grosses améliorations, mais là, à ce moment-là, c'est les gens individuellement qui vont avoir besoin de gros montants d'assurance comme copropriétaires sur leur propre police pour venir couvrir ces montants-là. Par exemple, j'ai vu dans certains immeubles au centre-ville ou des penthouses qui est très luxueux, le syndicat a dit, écoutez, nous autres, là, béton. Le restant, c'est des améliorations locatives. Mais là, les gens qui vivent dans ces endroits-là, ce n'est plus des montants d'assurance de 50, 100 000, c'est des montants d'assurance à millions là, sur un copropriétaire occupant. Donc, en partant, là, il y a une incidence sur les montants d'assurance là, au niveau de l'unité de référence. L'autre chose, ce qui était problématique, mais qui était changé un peu, puisqu'on voyait venir au RGCQ, entre autres au niveau du mois de juin, c'est que les assureurs disent si vous n'avez pas fait l'unité de référence, ce qui n'est pas listé au niveau de l'unité de référence devient automatiquement partie prenante du syndicat de copropriété. Là, ça causait d'autres problèmes parce que là, il allait manquer de l'assurance au niveau. Tout ça, c'est des vases communicants. Maintenant, il faut que ça soit assuré à quelque part. Donc, si l'unité de référence n'était pas faite, même les améliorations étaient réputées faire partie du syndicat de copropriété. Ça causait des problèmes. Ça a été corrigé, je crois, par les législateurs. Là, il y a un règlement qui est sorti au mois de juin. Mais c'est sûr que ça peut causer des problèmes pour le futur. Il faut que ça soit fait, les unités de référence, ça c'est clair. Ouais. Et ça va aussi beaucoup faciliter le règlement des réclamations syndicales. Parce qu'on sait pourquoi ça a été mis, cette loi-là, au niveau des unités de référence. C'est pour simplifier le processus de règlement à réclamation, pour pas qu'on ait deux assureurs, celui du syndicat et celui du copropriétaire, qui se regardent, qui se pointent chacun du doigt en se disant « c'est à toi de payer ». Oui, c'est ça. On délimite qui paye quoi, puis on minimise à ce moment-là les problématiques. Parce que les gens doivent comprendre que dans une copropriété, il y a l'assurance du syndicat et l'assurance des copropriétaires. Donc, l'assurance du syndicat couvre les parties communes et privatives, n'est-ce pas, Maître Papineau? Et l'assurance du copropriétaire couvre, entre autres, les améliorations qu'il a apportées à sa partie. Et quand je disais que la valeur de reconstruction est intimement liée à l'unité de référence, Maître Papineau, pourriez-vous nous expliquer, pourriez-vous nous dire pourquoi il est important, à la lumière de ce que Vincent Gaudreault a dit à l'instant, qu'il a vu des unités de référence un peu farfelues, pour ne pas dire pas mal farfelues, où on a mélangé les parties communes et les parties privatives. À quel point c'est important d'être accompagné juridiquement parlant si les administrateurs n'ont aucune idée de ce qu'ils font en matière d'unité de référence? Écoutez, c'est que, comme on dit à l'occasion, pour ne pas dire tout le temps, les assureurs essaient de trouver le moyen de ne pas payer. C'est fait un peu comme ça, la vie. Si on leur donne des unités de référence qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas adéquates, qui ne sont pas conformes, bien, Vincent l'a dit tantôt, si la police est bien faite, si c'est un sinistre et qu'il n'y a pas de questions, puis si les montants d'assurance sont bons, l'assureur, il va falloir qu'il y ait beaucoup d'imagination pour ne pas payer. Mais là, si on leur donne des raisons de ne pas payer, c'est plus facile pour eux de ne pas le faire. Parce que Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en matière de copropriété, on parlait de penthouses qui sont au béton. Il y en a beaucoup. Les gens achètent le penthouse au béton et c'est ce qu'ils se sont fait livrer par l'entrepreneur. Donc,
tout ce qui est ajouté après, ce sont des améliorations, effectivement, c'est le copropriétaire qui doit assurer ça et non le syndicat. Ouais. Et ça cause des drôles de situations dans le sens que le voisin, lui, son aménagement est assuré par le syndicat, puis celui d'à côté, son aménagement est assuré par son assureur personnel. Alors, en cas de sinistre, un va être indemnisé par l'assureur du syndicat et l'autre ne sera peut-être pas assez indemnisé parce qu'il n'y aura pas un montant d'assurance convenable. Alors, c'est pour ça que c'est important que ce soit bien fait. Ouais. Et oui, il y a des situations qui sont différentes, mais il reste que dans la réalité, c'est aussi le cas, là. Oui. Et il faut comprendre, et corrigez-moi, M. Papineau, si je me trompe, c'est que si l'unité de référence est inexistante, l'évaluateur agréé devra prendre en compte toutes les améliorations dans les parties privatives parce que dès lors, c'est l'assurance du syndicat qui va payer pour les dommages causés aux améliorations, n'est-ce pas? Oui. Et là, le problème, c'est que tous ceux qui auront fait des améliorations se feront payer des améliorations sur le dos de tous les copropriétaires, ouais, au lieu que ce soit celui qui a fait les améliorations qui paye l'assurance pour ça. Alors, c'est choquant quand tu dois payer les améliorations des autres, mais que toi, tu n'en as même pas fait. Ça, c'est choquant. Ben oui. Alors moi, comme je dis toujours, la copropriété, on ne commencera pas à regarder ça au sous-proche. Là, il y a une communauté, mais quand on peut séparer les choses, que chacun paye pour ses choses, moi, je pense que c'est beaucoup plus juste et équitable. Ouais. Alors, l'unité de référence, c'en est un cas. Si c'est bien fait, chacun paye pour ses choses. Chacun paye pour ses choses. Voilà. Et comme disait Vincent Gaudreault, je vous le rappelle, c'est que, en fait, l'unité de référence exprime l'unité de base offerte par le promoteur une fois la construction terminée. Et là, en fait, je vais vous l'expliquer en mes mots. J'espère ne pas me tromper, je ne penserai pas, mais vous me corrigerez. L'unité de référence, vous la comparez. L'assureur, lors d'un sinistre, il compare l'unité de référence, il regarde ce qu'il y a à la base versus ce qu'il y a dans l'unité qu'il doit couvrir. Et s'il voit des différences en termes d'amélioration, c'est-à-dire s'il y a un tapis dans l'unité de référence, mais que dans l'unité qu'il doit indemniser se trouvent des revêtements soldure, là, ça veut dire qu'il y a une amélioration à la partie privative. Et là, si j'ai bien compris, l'assureur va payer la différence entre le prix du tapis et le prix du revêtement de soldure. Est-ce que je me trompe, Vincent? C'est une petite affaire plus complexe que ça, dans le sens où, si par exemple, surtout dans les vieilles copropriétés, dans le sens où si c'est un tapis qui date de 1980 et le tapis est échangé par un revêtement là, de plancher d'ingénierie, mais de qualité similaire, c'est-à-dire qu'on a pris, disons, l'équivalent de 3 $ du pied carré il y a 30 ans, on a mis quelque chose, c'est pas forcément une amélioration. Ouais. Donc, mais si par exemple, on a pris le tapis à poils longs et on a changé ça pour un plancher en bois brésilien. Exactement, en érable ou en bois brésilien, bien là, évidemment, on parle d'amélioration. Ouais. Donc, ça dit c'est une amélioration au fini de base et non pas simplement un changement au fini de base. Il y a quand même une petite nuance là-dessus. Là, mais... Puis ça peut s'appliquer aussi, par exemple, à, disons, une armoire de cuisine d'origine en mélamine qu'on a remplacée par une armoire haut de gamme en bois exotique, en merisier ou autre. Ça peut être aussi une douche, un carré de douche standard de base par une douche beaucoup plus luxueuse, avec des robinetteries améliorées et le reste. Ça peut être une baignoire. Et dans l'unité de référence, je le sais parce qu'on en a fait une nous-mêmes, il faut aller dans les détails. On peut aller jusqu'aux poignées de porte, jusqu'aux interrupteurs, aux plafonniers, les plaintes électriques même qui peuvent avoir été remplacées. Alors, il faut être le plus précis possible et tâcher d'en oublier le moins possible. En fait, l'assureur du syndicat va se baser là-dessus pour rebâtir votre syndicat. Ouais. Donc, évidemment, plus il y a d'informations, plus c'est clair, plus ça va être facile au niveau du règlement de la réclamation. Oui, effectivement. Parce que, Vincent, est-ce qu'on peut dire que selon la méthode d'avant, là, où l'assureur du syndicat
et devait faire face à l'assureur du copropriétaire. Et là, qui paie quoi? Donc, l'un payait ce qu'il ne devait pas payer et l'autre aussi. C'est un peu ça qui se passait, là. En fait, c'est que là, on pouvait tomber comme je dis, entre deux assureurs, celui du syndicat et celui du copropriétaire, qui se regardent les deux et disent, c'est pas à moi de payer ça. Puis évidemment, le client est entre les deux. Puis là, parce qu'évidemment, ça peut aller loin. Là, qui paye le primer, qui paye le gypse, qui paye la couche de peinture, la première, la deuxième, la troisième. Ça peut devenir complexe de départager qui paye quoi là-dedans. Donc, il y avait des règles, du BAC, tout ça, sur comment faire l'indemnisation. Mais maintenant, avec l'unité de référence, l'objectif derrière ça, c'est de clarifier les choses au niveau du règlement de sinistre, pour que ça soit plus clair pour tout le monde de bien s'assurer. Mais encore une fois, je pense qu'autant pour les syndicats que pour les copropriétaires, quand vous prenez vos assurances, il ne faut pas faire ça sur le pilote automatique. Je pense que il faut que vous y pensiez, il faut que vous fassiez conseil là-dedans. C'est important, puis c'est plus complexe que les gens parfois le pensent. Oui. Effectivement, c'est plus complexe que les gens parfois le pensent. Et même Maître Papineau, dans le système d'avant, lorsque les deux assureurs, l'assureur du syndicat et l'assureur du copropriétaire, devaient déterminer qui payait quoi, ça pouvait entraîner des retards d'indemnisation, non? Ben, écoutez, le temps que les deux chicanent, il n'y a pas grand-chose qui avance, là. Et quand on dit Alors, effectivement, aujourd'hui, ça devrait être beaucoup plus simple. Oui, effectivement. Je regarde les autres questions posées par nos auditeurs. Monsieur Gaudreau, un comptoir de stratifié versus du marbre, un stratifié versus un stratifié, est-ce une amélioration? Un stratifié versus un stratifié, ça dépend, j'imagine, du prix, j'imagine? Bien, c'est assez exactement. Stratifier pour stratifier, parce qu'évidemment, souvent, ça posait aussi des problèmes pour les vieilles copropriétés. Quand ça fait 3 ans que c'était construit, c'est assez facile de faire des équivalences, tout ça. Mais quand on parle d'un plancher qui peut être changé 3 fois depuis les 30 ans qui a été fait initialement, ça commence à être compliqué. Qu'est-ce qui est une amélioration, qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais normalement, c'est une qualité ou une gamme similaire. Donc, si vous avez un stratifié moyenne gamme, en 1990, c'est un stratifié moyen de gamme aujourd'hui ou un plancher moyen de gamme en termes d'équivalence. Les assureurs ont des tables d'équivalence, mais ce n'est pas parce que c'est différent que c'est nécessairement une amélioration. Je pense que c'est ça qui est important de souligner. Je peux le dire, oui. Mais Papineau, vous qui assistez, qui représentez plusieurs syndicats de copropriétaires lors d'assemblées générales annuelles ou autres, est-ce que vous leur rappelez souvent l'importance de déclarer à leur assureur leurs améliorations? Parce que l'assureur, est-ce que c'est important de déclarer à l'assureur les améliorations qui ont été apportées à leur partie privative? Bien, c'est sûr, M. Sellier, parce qu'on parlait tantôt de nos biens meubles. J'ai 20 paires de souliers, j'ai tout ça, mais si j'ai des améliorations pour 5 000 ou 50 000 ou 100 000, je dois les assurer aussi. Et si l'assureur n'est pas au courant et je ne les ai pas assurés, bien, l'assureur, il ne couvrira pas et c'est tout. Alors, effectivement, il faut que l'assureur soit au courant et il faut que le copropriétaire paye la prime en conséquence. Ouais. Ben oui, Vincent, si l'assureur n'est pas au courant des améliorations, il peut se passer quoi? En fait, il va manquer d'argent. Essentiellement, il va manquer d'argent. La règle proportionnelle peut s'appliquer sur un copropriétaire occupant aussi. Si vous êtes assuré pour 30 000 avec 20 000 améliorations, mais il y en a pour 100 000, ça sort de vos poches. À la fin de la journée, il n'est pas là. L'assureur va vous faire le chèque, puis ça va être ça. Ouais. Il y a une question qui dit, une internaute nous dit, donc, s'il n'y a pas d'unité de référence sur les administrateurs qui sont responsables, en fait, la finalité est la bonne, mais c'est plutôt de dire, puis Maître Papineau pourrait peut-être le réexpliquer, s'il n'y a pas d'unité de référence, alors toute la couverture des améliorations bascule vers l'assurance du syndicat, et si le syndicat est sous-assuré, c'est là qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Effectivement. Effectivement, encore là, si le syndicat ne sait pas les améliorations qui ont été faites dans l'immeuble et qu'il assure à peu près, on va se retrouver encore là avec une insuffisance d'assurance. Et quand vous disiez, Maître Papineau, tout à l'heure, qu'il y a des gens qui ont payé cher, qui ont payé le prix fort pour apprendre de leur erreur, là, on parle de poursuites engagées, intentées contre des administrateurs pour des montants substantiels, parfois, non? Bien, ça dépend du montant qui a été omis ou du différentiel entre le bon montant et celui qui a été assuré.
mais dans certains cas, il y a des assureurs, moins maintenant, là, puis Vincent disait tantôt, les administrateurs sont de plus en plus conscients, mais il y a beaucoup d'administrateurs qui, pendant 10 ans, avaient le même montant d'assurance, ne posaient pas de questions. Mais aujourd'hui, autant faut leur donner ce qu'ils méritent, là, les courtiers, c'est qu'effectivement... C'est enregistré, ça? Non, mais je n'ai pas fini ma Ah, phrase. OK. Faut donner aux courtiers ce qu'il y en est. Ils sont beaucoup plus connaissants. Ils comprennent beaucoup plus les conséquences aussi. Je pense que les courtiers sont nettement meilleurs aujourd'hui, avec beaucoup de respect. J'en ai là qui vont m'appeler demain matin, là, mais je pense que les services sont nettement meilleurs qu'ils étaient il y a 20 ans ou il y a 40 ans. Alors, je pense que tout le monde a amélioré le produit et tout le monde est plus conscient et mieux assuré qu'il l'était avant. Oui. Je rappelle que Vincent Gaudreault est un courtier d'assurance de dommages en copropriété, qui est un courtier aguerri, qui a développé une grande expertise dans ce domaine. Alors, je viens de faire ma publicité. Et Maître Papineau aussi est un avocat émérite chevronné dans son domaine. Donc, c'est bien parce qu'on peut parler de divers sujets. On peut même être hors cadre et pouvoir soutenir une conversation, dont celle qui a trait à la valeur de reconstruction, même si nous n'avons pas d'évaluateur agréé avec nous pour en parler. Par contre, je peux vous dire, dans un article que j'ai rédigé pour le magazine Condo Liaison récemment, on disait qu'un évaluateur agréé me disait qu'il peut être difficile d'évaluer avec précision ce qu'il en coûtera pour démolir et déblayer les résidus de construction. Habituellement, le pourcentage alloué à ces travaux, sous toute réserve, varie de 3 à 8 par rapport à la valeur de reconstruction. Mais dans les cas extrêmes, ce pourcentage pourrait atteindre jusqu'à 25 Pourquoi? Parce qu'un incendie peut avoir détruit une partie importante de l'immeuble, voire sa totalité. Êtes-vous d'accord avec ces chiffres-là, Vincent Gaudreault? C'est à peu près ce que je vois comme chiffre. Il faut comprendre, en partant, beaucoup de polices d'assurance comprennent des extensions de garantie. Beaucoup d'assureurs ont développé des produits pour les syndicats de copropriété. Puis il y en a beaucoup qui ont, dans leurs extensions, une extension pour les frais de déblai où ils peuvent aller jusqu'à augmenter de 10 le montant d'assurance d'indemnité potentielle pour pouvoir couvrir les frais de déblai. Probablement, les frais de déblai sont couverts par l'assureur, les frais de déconstruction, tout ça, c'est couvert. D'une part, ça, c'est quelque chose qui est couvert par l'assureur. Ensuite, si on est serré au niveau du montant d'assurance, on peut l'augmenter jusqu'à 10 pour venir couvrir là, des frais de déblai. Mais si on parle de 25 de frais de déblai, c'est beaucoup, là, honnêtement, ça me semble beaucoup. Là. Mais dans le cas peut-être de fondation, parce qu'il faut comprendre aussi que même dans certains cas, après des gros incendies, les fondations sont à refaire au complet aussi. Quand les fondations ont chauffé, tout ça, souvent, ça va être à démolir en même temps que le reste. Là, on va repartir vraiment à neuf là, pour rebâtir un immeuble. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a quand même, c'est une éventualité qui est prévue au niveau des contrats d'assurance. Il y a certaines choses aussi, peut-être pour les gens en terminant, il y a beaucoup aussi d'extensions de garantie qui parlent au niveau des augmentations de coûts suite à des mises aux normes de construction. Par exemple, disons que votre immeuble doit être rebâti avec des gicleurs. Je fais un exemple par hasard, là, parce que maintenant, un immeuble comme le vôtre, ça prend des gicleurs. Il faut rebâtir votre immeuble, il passe au feu, il faut le rebâtir avec des gicleurs. Ça va coûter plus cher que ce que c'était initialement. Il va y avoir une augmentation du coût. C'est aussi prévu dans beaucoup de contrats d'assurance, une augmentation même de votre montant pour venir couvrir les éventualités. Donc, pour justement répondre aussi à la nouvelle loi qui demande un coût de reconstruction et non pas simplement une valeur à neuf. Oui, c'est ça. L'autre question, là. Bon, un syndicat peut avoir la bonne valeur de reconstruction. Il a augmenté la couverture pour prévoir l'imprévisible. Il a fait tout ce qu'il faut pour ne pas être exposé aux mauvaises surprises. Mais est-ce qu'il y a toujours un pourcentage de mauvaises surprises malgré tout, Maître Papineau, puis ensuite Vincent Gaudreault, en matière d'assurance puis de valeur de reconstruction? Regardez, tout se peut, là, mais vous savez, de la construction, je parlais avec un client aujourd'hui, c'est toujours un sac à surprise, là. On ne sait jamais quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit, on ne sait jamais quand ils viennent pas, quand les matériaux arrivent, quand les matériaux n'arrivent pas. Alors, ça ne peut pas être simple. Et si on a un assureur qui est responsable et respectable,
ça va mieux aller, mais écoutez, c'est jamais très simple non plus de procéder à ces travaux-là. C'est jamais très simple. C'est Vincent? une réclamation à la base. Puis, je pense que c'est pour ça aussi qu'on met souvent autant d'emphase sur la prévention. Même bien payé, avec un bon assureur qui paye bien, tout ça, c'est jamais une expérience le fun, une réclamation. Là. En soi, vous êtes sorti de chez vous. C'est pas. On ne souhaite pas ça à personne. Évidemment, on est là, les assureurs, les courtiers, pour assister les clients dans ces circonstances-là, mais ce n'est pas le fun. C'est pour ça qu'il faut l'éviter le plus possible par de la prévention. Je donne un exemple. J'ai déjà vu il y avait un incendie majeur. Les gens ont attendu 6 mois de temps leur permis de la ville de reconstruction. L'assureur était prêt, le chèque était fait, tout le monde était prêt. Ils ont attendu 6 mois de temps que la ville sorte son permis. Fait il peut arriver plein de choses qui peuvent faire que ça peut être beaucoup plus long que ce qui est anticipé, des plans, des professionnels, des enquêtes, parce que là, on n'est pas sûr d'un truc criminel. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Sauf qu'il faut quand même admettre que c'est quand même un faible pourcentage des réclamations qui donnent lieu à des litiges ou des problèmes. Parce qu'évidemment, sinon, les avocats comme Maître Papineau, Maître Jolicoeur ou les gens spécialisés seraient très, 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 très occupés. Parce que l'immense majorité des réclamations se règlent bien, mais il y a toujours un pourcentage de litiges, entre autres pour des raisons de montant d'assurance ou autre, mais l'immense majorité se passe, somme toute, assez bien. Parce qu'on a des milliers de réclamations des syndicats à toutes les années. Vincent, la question de la couverture d'assurance pour frais de relocalisation, est-ce qu'on peut avoir des surprises, genre, finalement, on a 3 mois de frais de relocalisation couverts alors qu'on est relocalisé pendant 6 mois? Est-ce que ça, c'est un... Il y a des frais, il y a des limites aux frais de subsistance que vous avez sur votre contrat de copropriétaire occupant. C'est aussi une limite. Puis d'ailleurs, le montant de frais de subsistance que vous avez est souvent relié au montant de biens que vous mettez sur votre police de copropriétaire occupant. Souvent, en fait, les assureurs, quand vous prenez un copropriétaire occupant, vont prendre votre montant, après ça, vont partir de ça pour décliner tous les autres montants à partir du premier montant, dont vos frais de subsistance, dont vos améliorations locatives. Donc, c'est encore plus important de mettre un montant qui va couvrir largement vos besoins. Ça vous permet d'être bien indemnisé. Puis effectivement, les frais de subsistance, ça va vite. Là. Des fois, dans le cas que je vous parle, les gens ont attendu leur permis. Je ne parle même pas de reconstruire. Ils ont attendu leur permis de construction pendant 6 mois de temps. Pendant ce temps-là, ils ont été logés aux frais de l'assureur. Fait qu'évidemment, à un moment donné, il y a un risque d'épuiser son montant d'assurance. Est-ce qu'on sait pourquoi ça a été si long? La ville. La ville, bon. C'est mon seul commentaire. Les fonctionnaires. Bon. L'autre question aussi, ça, qui est importante, M. Papineau, puis ensuite Vincent. Lorsqu'un copropriétaire loue son unité à un tiers, il doit, normalement, parce que la déclaration de copropriété prévoit que tous les copropriétaires, souvent prévoit que tous les copropriétaires doivent souscrire une assurance responsabilité civile, mais non seulement le syndicat devrait s'assurer que le locataire du copropriétaire est assuré, mais si advenant un sinistre là, causé par le locataire, que se passe-t-il si le locataire n'a pas d'assurance? Vincent? Regardez, si le locataire n'a pas d'assurance, c'est lui qui est responsable du dommage, du sinistre. On va le poursuivre personnellement avec les biens qu'il a. Ça ne va pas bien. Si on peut imputer une faute au copropriétaire parce que c'est sa sécheuse ou son chauffe-eau, peut-être, là, mais effectivement, il n'y a pas de raison quand on fait une location, il n'y a pas de raison de ne pas exiger du locataire une police d'assurance. Oui, parce que dans le fond, Vincent, ce que vous disiez l'autre jour, corrigez-moi si je me trompe, c'est que l'assureur, lui, il défend son assuré, il ne défend pas l'autre, là. En fait, des fois, les gens confondent. Quand un syndicat, par exemple, réclame une franchise à un copropriétaire, l'assureur du copropriétaire, lui, en fait, son obligation, c'est de défendre son assuré. Il faut comprendre la distinction. L'assureur du syndicat de copropriété, il est en dommages directs. Lui, c'est d'indemniser son assuré au niveau de ses biens qui ont été endommagés. C'est ça son obligation. L'obligation de l'assureur au niveau du copropriétaire qui se fait poursuivre par son syndicat, c'est de défendre. Donc, c'est sûr et certain qu'ils sont beaucoup moins proactifs avec le chéquier pour sortir des chèques parce que eux, leur objectif, c'est simplement défendre leur assuré. C'est sûr que s'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de chance et que c'est terminé, bien, ils vont signer les chèques parce que c'est leur rôle de le faire. Par contre,
puis des fois, je vois beaucoup de frustration de la part des gestionnaires ou des administrateurs de syndicats. Comment ça que l'assureur du copropriétaire ne me fait pas un chèque facilement? Il y en a qui sont plus vite, il y en a qui sont moins vite. On le sait, des assureurs qui paient beaucoup plus vite. Il y en a d'autres qui vont étirer ça là, jusqu'à la seconde avant de rentrer dans la salle de cours. Il y en a qui n'ont pas de chéquier. Il y en a qui n'ont pas de chéquier, qui vont se rendre jusqu'en cours pour se défendre. C'est aussi très variable là-dedans. Mais c'est sûr aussi que quand vous avez un assureur qui vous défend, puis par exemple, en assurance professionnelle, j'ai un assureur comme Maître Papineau, on a des assureurs en erreur omission. Est-ce que je veux que mon assureur professionnel, du moment où quelqu'un me réclame des sommes, que ce soit farfelu ou non, se précipite pour faire des chèques, que je sois fautif ou non? Ben non. Moi, je veux qu'il me défende. Je ne veux pas qu'il fasse des chèques à tout vent. Je veux qu'il me défende. Donc, c'est souvent ça qui crée de la frustration, c'est que les gens ne réalisent pas nécessairement que même si c'est un assureur, son rôle vis-à-vis son assuré n'est pas nécessairement le même qu'en dommages directs. Puis c'est pour ça aussi que ce que je recommande aux syndicats de copropriété, c'est quand vous avez vraiment la moindre chance qu'il y ait un fautif au niveau de la réclamation, prenez un avocat, envoyez les lettres, poursuivez, poussez ça au maximum. Et il y a des bonnes chances que souvent les assureurs ne vont pas vouloir se rendre dans une salle de cours parce qu'ils savent que ça finit rarement bien pour eux. Ils vont régler avant. Mais c'est sûr que ça force les syndicats à prendre des démarches, engager des frais aussi, ce qui est toujours dommage. Mais ça force les syndicats, mais vous devez prendre la preuve puis engager un avocat tenace comme Maître Papineau pour aller chercher les sommes auprès des assureurs. Oui. Maître Papineau, je reviens au locataire parce qu'il y a une autre question pertinente d'une auditrice. Là. Le locataire, l'unité n'est plus habitable parce que sinistré. Ça prend du temps parce que là, on parle d'un sinistre sérieux, grave, un incendie ou autre. Le locataire, lui, s'il n'a pas d'assurance, c'est lui qui va devoir s'arranger avec sa relocalisation, je présume. À moins que le copropriétaire ait une responsabilité. Mais sinon, c'est son problème à lui. Oui, il va falloir qu'il se relocalise ou il pourra, évidemment, ça peut durer longtemps. Ce n'est pas toujours très drôle. Alors, c'est tout. Ça fait 1 heure. Ça va vite quand c'est le fun. Ça va toujours vite ici parce que c'est toujours le fun. Merci, Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la propriété chez AJT, avocat, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Vincent Gaudreau. Je répète, courtier en assurance de dommages chez Gaudreau Assurance. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. 19h, en direct sur la page Facebook de condolégal.com pour une autre web radio. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne fin de soirée à tout le monde. Bonne soirée.